Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un petit peu de nouveauté. Je tente Restream.io. Normalement, mes camarades Frédéric Camblor et Sylvain Vallès doivent me rejoindre. Donc on va dire que je me serai connecté presque en avance. Et donc j'attends de voir s'ils se connectent ou pas. Alors, est-ce que je peux, dans le cas, afficher... Non, c'est pas ce que je voulais faire. Le chat, c'est OK. Qu'est-ce qu'il m'a partagé? Donc, je ne sais pas où ils sont, je les attends. Bon, je pourrais chanter en attendant, mais ça serait pas génial. Ah, voilà quelqu'un. Comment ça marche? Salut Sylvain, tu m'entends? Salut Philippe, ouais, je t'entends très bien. Super. Alors, j'ai un autre poste. Ouais, alors je suis en train de voir à distance sur Twitch. C'est en train aussi de s'afficher, donc ça a l'air plutôt pas mal marché. Il ne manque plus que Fred. Cool. Ça a l'air pas mal cet outil Restream. Ça fait quoi ça agrège des flux pour les rebalancer sur Twitch ou Ouais, des trucs comme ça? ouais. Un peu comme ce qu'on avait utilisé pour le rendez-vous des speakers avec. Oui. J'ai déjà oublié comment ça s'appelle. Ah voilà, Fred qui arrive. Hop. Nickel. Salut Frédéric. Salut. Ça va Tout bien? va bien depuis très longtemps. On se manque, hein. On se voit plus. Bah ouais. C'est vrai que j'ai eu la chance, à chaque fois je me dis mais j'ai bien fait d'y aller. Et, il y a un copain qui était avec moi, Louis aussi, qui me dit mais t'as bien fait d'insister. On a pu faire le Jack Summer Camp. Et du coup ça a permis de voir du monde en vrai. Et c'était vraiment sympa. Ouais, donc c'est le Jack Summer.com, c'était vraiment le mini créneau où on pouvait se retrouver en fait en vrai. C'est ça, c'est ça. Et du coup, c'était plus petit. Les gars de Serly qui l'ont organisé ont été courageux de le faire parce qu'ils avaient moins de monde, donc du coup pas de sponsor. C'était vraiment. Enfin, moi, j'ai eu énormément de chance de pouvoir y aller, donc plutôt content. Mais bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, Frédéric, tu vas peut-être nous réexpliquer, parce que dans un tweet, c'était compliqué à tout comprendre. Ouais, c'est toujours le problème des 140 caractères. Ouais, donc du coup, en fait, c'est une problématique que j'ai moi depuis un bon moment, et même pas que de manière professionnelle, c'est-à-dire aussi quelque chose que j'ai aussi dans l'animation des communautés, dans le jug, dans les conférences et autres. Moi d'une manière générale, j'ai jamais aimé être un single point of failure, et toujours j'essaye. Après, les gens qui me connaissent savent que c'est pas tout le temps simple, mais en tout cas j'essaye d'essayer de partager, enfin de pas être, enfin j'aime pas en fait quand il y a qu'une seule personne qui est moteur sur un truc, parce que pour plein de raisons, cette personne quand elle est pas là, quand elle est en congé, quand elle est sous l'eau, quand elle est bon, il y a plein de raisons qui font que c'est difficile d'animer
quelque chose de manière récurrente. Je suis allé direct to the point. Je vais peut-être recontextualiser un peu plus les choses. L'idée vraiment de cette discussion, c'était de se poser la question de régulièrement dans notre quotidien. Je pense que ça vous arrive aussi. On aimerait faire des choses récurrentes qui sont un peu à côté de notre quotidien. Donc ça va être le refacto qu'on veut faire depuis longtemps et qu'on ne trouve pas de temps pour le faire, ou du coup on essaye de se bloquer à un moment donné un créneau pour le faire. Ça peut être animer des workshops techniques, tout simplement, qu'on veut faire régulièrement, tous les mois, toutes les 2 semaines, j'en sais rien, avec les gens de la boîte pour essayer ou les gens de la boîte ou d'autres personnes à l'extérieur pour parler de sujets techniques. C'est tous ces petits sujets qui sont récurrents, mais qui nécessitent quand même un minimum d'organisation parce qu'ils peuvent pas c'est compliqué de les auto-organiser. Et où du coup, il y a une manière simple de le faire, c'est on désigne un responsable pour faire ce truc-là, et ce responsable, il est responsable de l'animation de ce sujet. Et donc, CF, les points que je pointé juste avant, de dire si on n'a qu'un seul responsable, on a clairement un SPOF dans notre organisation, parce que si ce responsable il se pète la jambe ou il est plus pour X raisons, c'est compliqué pour lui d'organiser les choses, il va se passer un temps où il n'y aura rien. Il n'y aura rien qui va se passer jusqu'à ce que peut-être quelqu'un lève la main et dise « Hey, ça me manque, j'aimerais bien reprendre le flambeau ». Mais en fait, j'essaye de chercher des astuces un peu naturelles. Je sais pas trop comment dire ça, mais pour réussir à inculquer cet aspect ritualisation, en fait, donc ça touche à plein de sujets. Hein. Il y a de la motivation, je m'étais fait des notes un petit peu pour voir comment aborder les choses. Il y avait des échanges assez intéressants sur Twitter aussi, qu'on pourra peut-être aborder. Et donc du coup, je voulais avoir, vu que vous êtes là, je voulais avoir vous votre ressenti. Est-ce que parce que déjà je suis le seul au monde à qui ça arrive. Je pense pas. Est-ce que ça vous est arrivé? Et si ça vous est arrivé, quelles étaient les astuces que vous aviez mis en place? Peut-être Moi, ça m'arrive, mais pas forcément de la même façon. Parce que dans le cadre de mon job, on ne va pas me demander de manière rituelle ou fréquente, normalement, d'organiser des workshops, des choses en fait liées à… Ça pourrait être à du DevRel, par exemple, ce que font certains DevRel, par exemple. Parce que moi, la vocation de mon job, elle est plutôt j'allais dire de générer du business à terme, oui, mais je suis plutôt, moi, après que les ventes aient été faites, donc de filer un coup de main à mes clients. Après, s'ils achètent plus, j'ai généré du business. Je bosse avec un collègue, Pierre Adrien, qui est solution architecte. Donc lui, il est avant. Il est plus sur la partie avant-vente, où pareil, il faut qu'il aide les commerciaux à générer du business. Et nous, notre rôle, c'est de faire du pognon et que les clients soient contents. Donc normalement, on n'est pas sur la partie un peu plus, comme dit Seb, qui doit être connecté normalement, lanceur de paillettes. En l'occurrence, les Français, souvent dans des boîtes internationales, on est un petit peu pas le parent pauvre, hein, c'est pas vrai, parce qu'on est plutôt bien vu, mais comme tout est fait de manière anglophone, par exemple, il n'y a pas d'évangéliste GitLab français, tu vois. Et puis finalement, comme on est les seuls, notre qualité, en fait, finalement, c'est de parler français. Du coup, tu as les gens du marketing qui nous disent, ils nous demandent d'intervenir pour les webinars, pour les démos, pour les salons, pour plein de choses qui ne sont pas forcément notre métier. Mais du coup, avec Pierre, on se retrouve à faire un job qui n'était pas forcément le truc de départ.
n'était pas forcément dans notre fiche de poste, entre guillemets. Par contre, on le fait parce que c'est super sympa, c'est super amusant. Puis on a cette impression de devenir un petit peu lanceur de paillettes pendant un petit moment. Lanceur de paillettes, sait, il sait faire. Hein, ça, voilà, mais nous on l'est, mais pas de manière officielle, si tu veux. Et on l'est juste parce qu'on est français. Et par contre, cette problématique de « Ah merde, il faut refaire ça », et souvent de recommencer à zéro ou d'autres choses, finalement on la ressent avec Pierre et d'autres personnes de l'équipe. Ce qu'on fait, c'est que nous, on a comme si tu veux, c'est pas formel réellement ce qu'on fait. On n'a pas de process. Il y a certainement un process chez nous qui explique comment le faire. Nous, on a des rituels qui sont à nous, qui se sont installés au fur et à mesure, parce que Pierre avait tendance à faire du reuse, mais à partir de choses que faisaient les Américains et que moi, j'ai tendance à trouver trop simple par rapport aux attentes d'un public français, par exemple, qui aime bien les trucs techniques plus que les slides. Donc, on s'est créé des templates. C'est venu de plus ou moins de manière naturelle, parce qu'au début, en fait, on l'a fait chacun de notre côté, et puis finalement, on a partagé à la fin. Mais rien que pour les slides, on s'est créé des templates de base, qu'on soit plus obligé de refaire les mises en page, qu'on puisse faire beaucoup de reuse, parce qu'il y a des choses qui sont toujours les mêmes. Donc, les petites présentations de base de départ. Après, on a fait pareil pour les démos techniques. On a une longue démo qui nous permet de montrer plein de choses dans les fonctionnalités. Et celle-là, on l'a fait vivre tous les deux. Et dès qu'il y a des nouveautés, on va vérifier que c'est toujours compatible et on la met à jour. En fait, pourquoi j'insiste sur… j'insiste sur on la met à jour parce que pour éviter de la veille de la démo ou une heure avant de la démo, s'apercevoir que tout pète et que ça ne marche pas. Parce que comme on sort des features tout le temps ou des modifications tout le temps, ça, c'était quelque chose qui venait souvent. Donc, ça nous oblige, nous, d'être à jour dans ce qu'on fait. Pareil, sur les templates de slide, pas trop, parce que globalement, si on n'est pas à la bonne charte graphique, il n'y a personne qui va nous enquiquiner là-dessus. Tant qu'il y a le logo, tout le monde est content. Et en plus, comme souvent c'est en français, il n'y a personne qui peut vérifier, donc ça, c'est pas un problème. Et par rapport à… Des fois, on a… ou parce qu'on s'ennuie de faire toujours la même chose, ou parce qu'on nous demande des choses différentes. On s'est fait des outils. Alors, quand je dis on, je parle un petit peu pour mon camarade qui n'est pas là. Donc, un jour, je lui donnerai un droit de réponse, on va dire. Mais on se fait des… Dans le même esprit que les codes snippets, on se fait des mini-projets qui sont des extracts de nos démos sur lesquels on peut faire des Lego. Et en plus, quand il y a quelque chose qui pète, c'est plus facile d'aller débugger un mini-projet ou de dire je ne le mets pas. Voilà, mais on bosse énormément en mode template, que ce soit pour les projets, les projets de démo, les slides, voire même, on a un truc qu'on utilise pas mal et qui peut servir à plein de choses. Tu le trouves sur GitHub aussi, c'est les templates d'issue, par exemple, et dans lequel on se met plein de process, en fait. Pas des process, mais des explications d'aide de ce qu'il faut faire. Et pour essayer de pouvoir à la fois faire du reuse, mais pas s'ennuyer et faire aussi des choses nouvelles. Parce que nous, avec Pierre, quand ça fait 10 fois, 20 fois qu'on a fait exactement la même démo, on s'ennuie. Or, Pierre, moins que moi, parce que je pense qu'il est plus dans un mode productif que moi, à mon avis, et plus efficace. Mais moi, je m'ennuie un petit peu, donc j'essaye d'insérer des nouveautés. Et du coup, le fait d'avoir découpé ça en différents modèles, ça nous éloigne du fait que moi, en insérant des nouveautés, je peux insérer des trucs qui ne marchent pas, en fait, aussi. Mais on a des modèles tout prêts qui sont réutilisables. Actuellement, il n'y a que mon collègue et moi qui les utilisons. De temps en temps, on essaye de les écrire en anglais pour la plupart, parce que de temps en temps, on les partage avec nos autres collègues anglophones. Mais ce n'est pas que du slide, ça va être tout un script dans un fichier Markdown expliquant comment faire une install de A à Z, je ne sais pas, de Cube et de GitLab, ou que de GitLab, ou des choses comme ça. Mais on essaye de le penser, pouvoir faire du copier-coller, en fait, pour faciliter la vie des gens. Fait que chez nous, il y en a pas mal qui font du reuse. Alors, tu vois beaucoup plus de Français qui vont faire du reuse de trucs anglais, parce que je ne sais pas, les anglophones ont peut-être se disent ouais, mais les Français, on ne sait pas ce qu'ils font, j'en sais rien, mais il y a pas mal d'échanges de ça. Par contre, c'est pas formalisé.
On essaye, nous, d'être structurés dans ce qu'on fait. On a des groupes ou des projets perso, entre guillemets, mais qu'on échange avec nos camarades. Et en essayant de faire… moi, je vois ce que faire, c'est que je suis pas très bon en documentation, mais là, je les documente le plus possible pour qu'ils puissent le prendre tel quel et le réutiliser. Et on fait autre chose de temps en temps aussi, c'est que lors de meetings internes, on propose d'expliquer un truc qu'on a fait et d'expliquer comment l'utiliser. Donc, c'est une sorte de transfert de compétences. Mais c'est totalement informel. Donc, chez nous, ça marche, parce que peut-être les gens ont l'esprit pour ça. Après, dans d'autres boîtes où j'ai pu être, je pense que ça ne marcherait pas. Après, j'ai été dans certaines SS2I où tout était formalisé, c'était documenté, machin, et pourtant, ce n'était pas utilisé. Donc, je pense qu'il y a beaucoup et après, je vais laisser la parole, mais il y a beaucoup de… Ouais, parce que ça tient énormément à la… Comment on dit évangélisation interne, c'est pas le terme que je cherchais, mais ça tient énormément à il faut donner le goût aux autres dans l'équipe à le faire, quoi. Oui. Ça, je pense qu'il y a un aspect. Mais j'ai parlé aussi. J'ai aussi beaucoup parlé. Je vais laisser parler Sylvain un petit peu. Ouais. Donc, moi, je vais reprendre pour moi, il y a deux parties distinctes dans la question que tu posais, Fred. C'est que d'une part, c'est comment est-ce qu'on gère, tu vois, les choses plus… comment est-ce qu'on initie des démarches type refactoring, machin, etc., qui sont plus des choses qui vont arriver ponctuellement à différentes phases de différents projets. Et puis après, il y a l'aspect animation de communauté interne, finalement. Oui, exactement. Voilà, donc moi, je fais une grosse distinction. Quand je notais, en préparant un tout petit peu, 10 minutes avant, les choses, c'est un peu j'avais un peu cette dichotomie aussi. Sur Twitter aussi, j'ai eu des gens qui ont été très project oriented en disant je fais du refacto de telle manière, je me fais des budgets, des sprints, etc. Et il y avait aussi des réponses beaucoup plus orientées coaching, animation, etc. Et en effet, je pense qu'il y a les deux facettes. Donc, moi, je vais raconter un petit peu les différentes expériences que j'ai pu avoir là-dessus. Alors déjà, mise en garde, j'ai jamais travaillé dans une SS2I classique, où on est marqué à la culotte au niveau des sprints, planning, machin, etc. J'ai toujours eu la chance, je l'ai créée aussi, d'être dans des environnements où j'avais un cadre un petit peu plus souple. Alors, ça n'empêche qu'il y avait quand même des plannings, des choses à sortir, etc. Par contre, sur l'aspect plus one-shot, comme on dit, là, le refactoring, etc., moi, j'ai un côté électron libre, parfois probablement un petit peu difficile à gérer pour les gens qui doivent m'encadrer, et qui font que quand il y a un truc, en gros, qui m'énerve trop, que j'ai vraiment trop envie de le faire, je le fais, quoi. Just fucking do it, voilà. Et puis, et je m'arrange pour le faire en plus de mon boulot qui m'est assigné. Parce que sinon, si tu dis ok, j'arrête tout ce que je dois faire et puis je m'occupe de ce qui m'intéresse, ça coince souvent. Ça coince souvent. Donc là, si tu veux, c'est une organisation personnelle. Il faut que, et comme moi je travaille beaucoup à la motivation, le fait de vouloir me dégager du temps pour faire un truc à côté qui n'est pas forcément ma tâche assignée me motive pour être plus efficace sur la tâche principale. Donc c'est comme ça que j'arrive finalement à dégager du temps tout en faisant les choses que je faisais dans le même temps si j'avais pas ce truc que je voulais faire à côté. C'est un peu paradoxal, mais ça va le marcher. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis exactement pareil. Voilà. Et donc tout ça pour dire que au cours des longues années que j'ai passées devant l'ordinateur au boulot, il y a eu des fois comme ça des refactos que j'ai entamés parce que putain merde, on ne peut pas continuer à bosser comme ça, etc. Il faut vraiment qu'on corrige le truc, et donc je fais le truc. Je dis juste à mes collègues qui sont autour de moi dans l'équipe, je bosse là-dessus, machin, voilà. Et puis on échange et tout ça, mais j'informe pas forcément la couche au-dessus, parce que je sais qu'on va immédiatement rentrer dans une discussion organisationnelle, politique, roadmap, machin, etc. Et donc à un moment, je dis, ben voilà, j'ai fait ça, voilà, c'est une PR, hein, c'est pas mergé dans la branche principale, qu'est-ce que vous en pensez? Alors il est arrivé que le truc, on dise, bah non, on n'en veut pas, bon, ok.
D'accord, moi ça m'a amusé de le faire. J'ai montré qu'on pouvait faire des choses, ça déclenche des discussions qui font que peut-être qu'au final on va pas prendre directement ce que j'ai produit, mais au moins ça va déclencher une discussion. Et puis d'autres fois, bah, ah ouais putain c'est une bonne idée machin, mais pourquoi on l'a pas fait, etc. Et à ce moment-là, crac, on le merge. Alors ça a même été dans différentes boîtes jusqu'à carrément la création de nouvelles activités, ce genre de choses. Parce que j'avais mon petit side project dans mon coin. Alors, c'était plus du refacto, hein, c'était vraiment une petite idée que j'avais envie de creuser. Je la creuse, et puis au bout d'un moment, je dis, tiens, regardez ce que j'ai fait là. Et puis, ah ouais, c'est génial, tiens, on va te le montrer à tel client, etc. Et bam, ça déclenche la création d'une nouvelle ligne d'activité. Donc, pour moi, il faut que la boîte laisse un peu de liberté aux gens un peu type électron libre, de dégager du temps, hein. Alors, il ne faut pas qu'ils se croient YOLO, je fais ce que je veux quand je veux, mais il faut au moins leur lâcher la bride un petit peu, parce que de toute façon, cette catégorie de personnes, si tu les marques à la culotte en permanence et que tu tiens la bride serrée, ils ne resteront pas, quoi. Ils ne resteront pas. Alors, ensuite, il y a l'autre aspect. Alors, pour cet aspect-là, par exemple, tu vois, chez Elastic, où je suis actuellement, on a un truc qui s'appelle le space-time. Donc, ça a été institutionnalisé au niveau de la boîte. Tous les ingénieurs ont droit à une semaine par trimestre. En gros, ils peuvent travailler pendant une semaine sur un sujet qu'ils ont choisi, qui n'est pas forcément en relation immédiate avec leur sujet quotidien, mais qui a quand même un rapport avec l'activité de la boîte. Donc ça peut être soit creuser une nouvelle techno parce que tu penses qu'elle peut être utilisable dans le cadre des produits sur lesquels tu bosses, soit te former à un truc dans un contexte lié aux produits de la boîte, etc. Alors, exemple typique là-dessus, moi ce que j'ai fait, c'est qu'il y a un moment, sur Elastic Cloud, on avait le proxy frontal de toute la ferme de serveurs Elastic Cloud qui était en Scala originellement, et on a voulu le réécrire, donc on était parti sur du Go. Et puis c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à Rust et tout ça. Et je me suis dit, tiens, ça ferait quoi si on le faisait en Rust, ce proxy? Et donc, comme ça, j'ai développé le proxy en Rust pour pouvoir comparer par rapport à Go ce que ça donnait, tout ça, quoi. Voilà. Donc, au final, on est resté sur du Go, mais moi, du coup, ça m'a amélioré ma compétence en Rust. De là, on a monté ce qu'on appelle chez Elastic la Rust Guild. Hein, donc, on a comme ça des guildes par thématique technique. Donc, il y en a une autour de JavaScript, de Go, de Ruby, de tout un tas de sujets, en fait. Hein, et donc, c'est des espèces de groupes transverses aux équipes, en fait, où là, et on rejoint l'aspect moins électron libre, on institutionnalise un peu plus le truc, et en gros, une fois par mois, on fait un meet-up interne, où quelqu'un amène un sujet lié au thème, lié au langage, lié à la techno, etc. Donc là, ça c'est l'aspect suivant qui est important, c'est qu'en gros, il faut que la boîte aussi institutionnalise le truc. Donc soit avec ce fameux space time, qui est quand même assez lourd, hein, parce qu'une semaine par trimestre, je pense que toutes les boîtes ne peuvent pas forcément se le permettre. Mais le côté meet-up interne, ou BBL en fait, hein, c'est un peu la même chose, pour moi c'est essentiel. Et il faut que ça vienne d'en haut, c'est-à-dire que ce soit institutionnalisé, que ce soit pas seulement une personne qui dit je veux faire ça, je le tire, mais qu'on lui dise ok, ta cette idée-là c'est bien, on va le formaliser au niveau de l'organisation, de façon à ce que ce soit ensuite quelqu'un qui dit je voudrais passer du temps pour préparer une présentation pour le prochain meet-up interne. Il n'est pas à signer 40 000 papiers, des demandes qui vont en haut, en bas dans la hiérarchie, etc. Que ce soit quelque chose qui soit normal, entre guillemets. Enfin, même pas entre guillemets d'ailleurs, que ce soit normal. Et ça, on a commencé à le faire dans la boîte dont j'étais cofondateur en 2000, là, chez Newer Technologies, où on avait, c'était vraiment en format BBL, puisque là, c'était toute la boîte qui se réunissait à midi. La boîte payait les pizzas et quelqu'un présentait. Donc, c'était vraiment le format BBL interne. Et voilà. Et donc, il faut, comme je disais, l'institutionnaliser dans l'organisation, que ce soit quelque chose qui soit planifié. Chez Elastic, on a aussi les Elastic Tech Talks internes. Donc là, une fois par mois. Voilà, donc cet aspect pour moi institutionnalisé, il est essentiel pour que ça dure en fait, et que ce ne soit pas lié à une seule personne. Parce que sur l'aspect présentation Meetup aussi, le fait que ce soit une seule personne fait que cette personne-là doit dépenser beaucoup d'énergie pour accepter aussi à ce qu'on prenne du temps de travail des autres pour qu'ils viennent assister à la présentation. Donc c'est pour ça que, en gros, c'est peut-être quelqu'un qui va l'initier au début, mais ensuite il faut que le management l'accepte comme un élément faisant partie du mode de fonctionnement de la boîte.
J'ai plein de questions. Ouais. Première question pour contextualiser un petit peu les choses. GitLab et Elastic, c'est des boîtes de combien de personnes aujourd'hui? Enfin, en dev, en équipe de dev, on va dire, de personnes qui Alors, développent Elastic, slash. Ouais. Elastic, quand j'y suis rentré il y a 4 ans, alors je compte qu'en gros, on a entre 40 et 50% d'ingénieurs. Hein. Donc, quand je suis rentré il y a 4 ans, on devait être 200 ingénieurs. Maintenant, on est plutôt, je pense, autour de 900. D'accord. Et côté GitLab, je suis rentré il y a 3 ans, on était à peu près 300. Et là, maintenant, on est 1300. Et alors, par contre, la répartition, alors initialement, il y a toujours eu beaucoup de tech, mais alors je dis toutes branches confondues, hein, ça va être du front, du back, de l'ingénieur, de l'admin. Il y a très peu enfin, dans ceux que je connais, il n'y en a pas qui sont qui font toutes les couches, entre guillemets. Certains les connaissent, mais c'est assez réparti. Depuis que ça a grossi, mais c'est lié à toutes les parties, alors c'est mon analyse, hein, investissement. La force marketing et commerciale ont grossi, la force, le service financier aussi, RH aussi. Donc, je pense que la proportion La proportion il y a de toujours dev a plus de diminué. tech, mais les non tech entre guillemets ont une place plus importante pour aider, on va dire, à faire tourner la boutique. Ouais, et pour compléter aussi, je parlais d'Anywhere Technologies, la boîte dont j'étais cofondateur en 2000. Là, on a été allé de 3 jusqu'à 50 ou 60, je ne sais plus. Et c'est là qu'on avait mis en place ces pizza présentation à midi aussi. Donc là, par contre, la proportion ingé commerciaux était plutôt de l'ordre du 80-20 en fait. L'avant-dernière SS2I pour laquelle j'ai bossé, bon, c'était la dernière parce que l'avant-dernière, j'ai dû rester une semaine, donc ça compte pas. M'avait embauché au départ pour notamment organiser ce genre de choses, mais sans comment dire, sans budget, et en me demandant en plus de le faire faire sur le temps entre midi et 2 des collabs, et leur demandant aussi de leur faire écrire des blogs pour le blog de l'entreprise, mais en dehors du temps de travail. Donc autant me dire que déjà j'ai dit à mon patron non, ça va pas être possible. Moi sur mon temps perso, je l'ai fait parce que je fais ça depuis des années, mais à un moment donné j'étais tout seul. Après j'arrivais à organiser des trucs entre midi et 2 et les plus intéressés venaient, mais n'ayant finalement pas eu de sponsoring. Et quand je dis pas de sponsoring au budget, c'est pas forcément financier directement, hein, c'est juste officialiser le fait que vous nous donnez du temps pour le faire. Ça n'a pas fonctionné, ça a complètement périclité. Dans l'agence, il y avait plusieurs agences avec des différents patrons. Donc moi, mon boss, quand il voyait qu'il y en avait ceux de l'autre agence qui venaient entre midi et 2, me demandait des comptes parce qu'il me disait moi, je ne veux pas payer des pizzas pour tout le monde. Donc, au bout d'un moment, ça peut pas fonctionner. Tu peux faire ça avec peu de moyens, mais il faut qu'on te donne on te donne le temps de le faire, qu'on alloue du temps aux autres pour y participer, et aussi que ça soit fait de manière officielle. Des fois, il y a Horacio qui dit qu'il est d'accord avec tout ce qu'on raconte. C'est cool. Voilà. Mais on te confie une tâche, mais on ne l'officialise pas, on ne te donne pas les galons pour le faire, et on te dit ouais, mais c'est à toi de gagner ta légitimité. Ok, mais par contre, il ne faut pas me demander d'avoir des résultats demain parce que ça va être un peu long, quoi. Surtout en plus quand tu es dans un contexte multi-agence avec des petits chefs de tous les côtés qui vont te dire ouais, mais moi, mes mecs, ils sont facturés, j'ai pas le temps. De base, le jeu est faussé. C'est dommage, ça partait d'un bon sentiment, mais ça ne peut pas marcher. Mais peut-être parce que la boîte en question, ça faisait trop longtemps qu'elle existait et qu'on était dans un mode de fonctionnement de gestion très français. Donc voilà, après j'ai été dans d'autres boutiques où c'était plus facile, mais peut-être aussi j'étais tombé sur des gens plus motivés aussi pour y participer. Alors après la boîte en question, je suis toujours en relation avec eux. Il y a eu plein de changements, notamment de direction, avec un gars qui est un de mes anciens patrons d'une autre boîte
qui est pas du tout tech, en fait. Alors, il a une affinité pour la tech, mais il a instauré ça en donnant les moyens de le faire. Et là, tu t'aperçois que quand tu vas le soir chez eux pour assister à un meet-up, il y a beaucoup plus de monde qu'avant. Mais parce que tu as un sponsor. Sans sponsor, ça ne peut pas marcher. À mon avis. Du coup, je me pose la même. Du coup, parce que du coup, moi, j'ai pas contextualisé à mon à mon environnement. Du coup, chez 4SH, on est une 50 maintenant. Alors, on n'est pas multi-agence, on a qu'une seule. Enfin, on a 2 agences, mais on a une toute petite agence à Paris et on est la majorité à Bordeaux. Et du coup, on a cette notion. Alors, on a un peu comme toi, Sylvain, cette notion de space time. Nous, c'est de la on appelle ça tout simplement de la R&D qu'on a. Exactement pareil que toi. L'idée, c'est d'avoir une journée par mois. Donc, en vrai, 12 jours par an, organisable un peu comme on veut dans l'espace-temps de l'année. Et où on peut bosser sur ce qu'on veut tant que c'est dans les tant que c'est dans les objectifs de la boîte, c'est-à-dire c'est vraiment des technos qui peuvent intéresser la boîte. Et comme toi, exactement comme toi, il y a des choses qui peuvent sortir de là et qui peuvent amener du business. C'est assez intéressant. Nos workshops, alors on organise des workshops internes. Alors jusqu'à avant le confinement, on organisait ça tous les mois. Donc de manière régulière, c'était vraiment tous les mois, on arrivait à bien tenir la cadence. Plus en mode ESN, c'est-à-dire plutôt sur le temps libre que sur le temps pro, malheureusement, ces workshops. Alors par contre, il y avait du temps qui pouvait être alloué à la préparation du workshop pour le speaker. Donc là, vraiment sur du temps pro. Alors là aussi, sans que ça prenne 10 jours, hein, 10 jours pour préparer un workshop d'1 heure, évidemment. Et donc là, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'avec le confinement, alors je ne sais pas trop si c'est le fait de moins se voir en physique ou autre, mais clairement, il y a eu du relâchement sur l'organisation de ces workshops. Là, depuis mars, je dirais qu'on en a organisé, je sais pas, 2, 3. Donc, sur un truc qui était normalement mensuel, on a vachement baissé en fréquence. Alors ça s'explique par plein de raisons, je pense. C'est aussi parce que ce que j'appelais la locomotive était beaucoup plus occupée sur cet espace-temps. Et donc, c'est posé naturellement la question. En fait, pourquoi je posais cette question sur Twitter, pour être franc, en interne, en fait, on a eu quelqu'un qui a levé la main à un moment donné qui disait les workshops, ça en est où ça fait longtemps qu'on n'en a plus. Qu'est-ce qu'il faut faire pour relancer la machine, quoi. Et tout simplement, juste le simple fait de lever la main et d'en parler, ça a relancé la machine. Le seul truc, c'est que moi, ce qui m'embête dans tout ça, c'est l'aspect non pérenne. C'est-à-dire, il a fallu à un moment donné qu'il y ait un stimuli externe qui est remis en haut de la pile, la problématique. Et moi, c'est ces trucs-là que j'aime pas. C'est qu'on ait besoin d'une intervention un peu humaine. J'aime bien automatiser les trucs. Et bon, alors peut-être que c'est pas un truc. Alors, pour moi, il y a une automatisation qui est en fait ultra simple. C'est que il faut que ton tech talk ou ton meetup interne ou quel que soit le nom que tu lui donnes, il soit dans le calendrier de la boîte, il soit dans le calendrier de l'équipe, récurrent tous les mois. Et en gros, qui est un petit groupe de personnes qui peuvent inclure la partie management, en fait. C'est le cas chez Elastic. C'est comme ce truc-là, si tu fais partie des événements récurrents qui ont lieu au sein de l'équipe. C'est même le rôle du management de dire on a ce rendez-vous-là qui arrive dans 2 semaines. J'ai personne qui s'est proposé pour raconter quelque chose. Il y a quelqu'un qui voudrait présenter. Tu vois, c'est-à-dire que là tu n'as même plus besoin de la locomotive technique qui va venir stimuler, si tu veux, par sa production l'initiative. C'est que la chose a été institutionnalisée de façon à ce que finalement ça fasse partie quasiment du boulot d'animation de la vie de la boîte, de la vie de la boîte et du boulot de d'animation d'équipe, du management, de s'assurer que ce truc-là fonctionne, en fait.
Alors, je suis bien conscient, alors l'exemple que racontait Philippe est très révélateur, enfin, tellement révélateur qu'il en est presque caricatural, c'est que dans une SS2I très orientée commerce, résultats, TJM, placer les gens, etc., je pense que c'est compliqué de convaincre le management. Donc c'est là que les locomotives, si tu veux, pour moi, doivent être là pour bootstrapper le truc. Mais ensuite, je pense qu'une fois que le truc est bootstrappé, le premier job que doivent avoir les locomotives, c'est en gros de s'arranger pour que ils passent au niveau organisationnel. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en gros, pour arriver à ce que ce truc-là, qu'ils organisent de leur propre initiative et des fois en jouant un peu des coudes pour le faire passer, finalement rentre comme un événement récurrent mensuel dans le calendrier de l'équipe. Tu vois ce que je veux dire? Un autre sujet sur lequel je voulais revenir par rapport à ce que tu disais, c'est tu parlais du confinement qui a baissé la motivation, etc. Et moi, je me rends compte quand tu dis ça que chez Elastic, comme on est 100% remote dès le départ, il y a une culture de la présentation, il y a une culture du slide en quelque sorte. C'est-à-dire que quand tu veux présenter... En fait, il n'y a pas eu de changement finalement. Non, alors pour nous, il y a eu zéro changement. C'est surtout ça, en fait. Oui. Et enfin, la notion de culture du slide, si tu veux, c'est que quand tu es en présentiel, tu vas faire une réunion d'équipe hebdomadaire, par exemple, et si quelqu'un veut présenter un sujet sur les trucs sur lesquels il a bossé, sur une architecture ou je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève et il va au tableau, il fait des crobards. Hein. Quand tu es en remote, c'est compliqué de faire ça. Donc la culture du remote fait que quand tu as besoin de faire ce type de présentation, tu vas préparer quelques slides. Alors, on n'exige pas évidemment le même niveau de finalisation des slides si c'est juste pour une réunion d'équipe hebdomadaire que si tu vas faire un meet-up, etc. Mais je veux dire, c'est que dans la culture de l'entreprise, le fait que tu prennes du temps pour préparer une présentation qui est bien ficelée, etc., fait partie aussi du boulot normal. Hein, il y avait un dernier truc que je dis, il y a un écho. Ouais, je sais pas qui, mais... T'as un trou? Non, il y a un écho. Non, il y a un écho. Je sais pas si c'est pas toi, Philippe. Mais... Attends, je vérifie si... Non, mais normalement, c'est pas moi. Ouais, non, allô, 1, 2, 3, il est parti. Bon, voilà, on joue les coups, on les coups. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y a pas d'un truc que je voulais dire, mais c'est parti, ça reviendra, c'est pas grave. Voilà, donc le côté vraiment institutionnalisé du truc, ouais, parce que sinon, effectivement, les locomotives vont se fatiguer au bout d'un moment, et quand elles sont plus là, ça marche plus, quoi. Ouais, nous, alors après, sur l'histoire les slides, je vois chez nous, j'étais surpris la semaine dernière, j'avais mon one-to-one hebdo avec mon boss et on fait régulièrement des jeux de rôle pour différents sujets concernant le produit et il fallait qu'on rende une vidéo dans laquelle on se mettait en situation. Et mon boss avait proposé à chaque personne de son équipe de le faire durant le one-to-one. Donc, il prenait le rôle du client et puis on se filmait. Et curieusement, j'étais le seul à avoir fait l'exercice en utilisant des slides. Les autres l'ont fait à la one again, entre guillemets. Et alors peut-être parce qu'ils avaient plus de facilité avec l'anglais que moi. Et moi, les slides me servent à appuyer mon discours, mais en même temps aussi à structurer un petit peu mon cheminement. Et puis, je voulais aussi amener mon boss dans une certaine direction. Parce que s'il avait répondu le contraire de ce que je voulais pendant le truc, ça m'aurait ennuyé et ça aurait foutu en l'air la vidéo. Mais ouais, c'est vrai qu'en remote, il y a plus de préparation avant, à part pour quelques champions qui savent le faire comme ça au débeauté. Nous, on a une réunion hebdo le lundi matin qui doit durer 1h30 à peu près, où c'est le moment où on peut partager justement des points techniques sur lesquels on a bossé. C'est pas obligatoire, mais le patron des solution architectes essaye de relancer régulièrement en disant qui la semaine prochaine va présenter un truc sur le sujet, combien de temps on peut mettre plusieurs personnes et tout ça. Donc c'est devenu un rituel. Et au bout d'un moment, tu aperçois qu'il y en a qui disent moi je veux bien le faire, etc. Donc ça c'est pas mal. Ça aide. Mais c'est vrai que si tu n'as pas quelqu'un qui est au-dessus et qui pousse, ça ne marche pas parce que si tu fais pousser par le petit gars qui est en bas, il n'a pas de légitimité. Enfin, il devrait en avoir une, hein, mais globalement, ça ne passe pas. Mais ce n'est pas que le côté, c'est le boss qui demande, c'est plus, tu as besoin d'un chef d'orchestre pour faire ça.
Et ça m'est revenu ce que je voulais dire tout à l'heure. Chez Elastic aussi, dans l'entretien annuel, un élément intéressant, c'est que on fait un peu l'état des lieux sur ton boulot, etc. Mais aussi, il y a une rubrique sur est-ce que tu as rédigé des articles de blog pour la boîte? Est-ce que tu as participé à des conférences? Est-ce que tu as organisé des meet-ups, des trucs comme ça? Sachant qu'il y a absolument zéro. Alors, quand je dis participer à des conférences, c'est parler à des conférences. En tant que speaker. Voilà, en tant que speaker. Il y a zéro obligation. Si tu n'as pas envie de le faire, tu ne le fais pas. Par contre, la boîte, si tu as envie de le faire, va t'encourager à le faire. Alors là, c'est lié aussi au fait que je pense qu'on est un éditeur logiciel et qu'on a de la bonne parole à diffuser. Donc, on a une équipe de DevRel avec David Pilato, qu'on connaît bien ici en France. Mais tout un G, ou même pas un G d'ailleurs, j'imagine, est invité à aller, s'il a un sujet intéressant qu'il a envie de présenter, à soumettre le truc. S'il a accepté, on envoie la conférence. Et ça fait partie des aspects, on va dire, des petits bonus qui sont pris en compte au niveau de l'entretien annuel, c'est-à-dire que le fait que tu t'impliques justement dans l'évangélisation externe fait partie de la culture d'entreprise. Donc encore une fois, tu vois le côté institutionnalisation qui pour moi est ultra important, c'est-à-dire que les locomotives vont démarrer le truc parce que de toute façon elles ont envie de le faire et que tu n'arriveras pas à les empêcher de ne pas le faire, mais au bout d'un moment elles vont fatiguer. Donc il faut qu'ensuite l'organisation rentre ça dans la culture d'entreprise. Il y avait certaines, il y avait JB Lévremont qui parlait sur Twitter, qui parlait de faire une sorte de round robin en fait sur cette locomotive. C'est-à-dire se dire à chaque fois que, plutôt que ça soit tout le temps un peu la même personne qui soit un peu la personne qui organise, qui s'assure qu'on ait trouvé le bon des speakers, etc. En fait, que ça soit ça à l'occurrence N, et puis que en N+1, ça soit quelqu'un d'autre, et comme ça, du coup, ça premièrement, ça évite que ça soit tout le temps la même personne qui s'en occupe. Deuxièmement, ça permet aussi du coup de faire monter d'autres personnes sur le sujet pour que si à un moment donné il y a quelqu'un attrape le Covid par exemple, ça marche plus quoi. Donc c'est intéressant. Après, je suis pas sûr que, en fait, moi, sur l'aspect round robin, je pense que ça résout pas tous les problèmes parce que le problème c'est que la personne qui a le jeton, il faut qu'elle soit suffisamment consciente que si elle est pas en capacité d'organiser, il faut qu'elle le dise quoi. Et d'expérience, je trouve que c'est ce truc-là et ça m'arrive à moi aussi. Enfin, quand tu es sous l'eau, t'as une charge mentale qui est dédiée au truc qui t'accapare toute la journée. Et forcément, tous ces petits side topics là qui gravitent un peu autour et qui font pas partie de ton quotidien parce que ça arrive qu'une seule fois par mois, donc clairement, ça fait pas, par définition, ça fait pas partie de ton quotidien. C'est ce genre de truc auquel que ton cerveau a tendance à skipper par défaut parce que. Mais quand tu dis organiser, quelle est la charge d'organisation liée à ça? Parce que c'est clairement pas grand-chose. C'est pas grand-chose parce que t'as même pas de salle. Enfin, si, tu as une salle à réserver, mais les salles, c'est des salles internes de l'entreprise. Il faut trouver le sujet, il faut trouver le speaker. Mais justement, c'est là justement où je pense que trouver le sujet, c'est pas la responsabilité de l'organisateur. C'est pas la responsabilité de l'organisateur. C'est que l'organisateur, pour moi, il est là en disant on a ce rendez-vous tel jour à telle date. J'ai pas de sujet. Qui est-ce qui veut lever la main et puis ensuite se charger de faire la présentation. Pour moi, l'aspect organisation, si tu veux, il va pas forcément très loin au-delà de ça, tu vois. C'est juste la charge mentale pour moi. D'accord, oui. Donc c'est recruter des présentateurs en quelque sorte, de s'assurer qu'il y en a un chaque mois en fait. C'est ça. Ouais, d'accord. C'est ça. C'est bizarre parce que pourtant c'est pas quelque chose de compliqué. Hein. Enfin vraiment, il suffit juste de se dire, je me mets un reminder. Tu sais pourquoi? Parce que c'est quasiment un boulot de management en fait. Parce que c'est, j'ai pas entendu. Peut-être. C'est un boulot de management. Je disais, c'est quasiment un boulot de management d'organiser le truc. Ouais, mais je pense que le mode remote auquel on est forcé pour beaucoup. Alors moi, normalement, je suis en mode remote tout le temps. Je suis juste forcé de ne pas pouvoir me déplacer. Peut-être aider à reformater ton cerveau justement sur ce management personnel, parce que surtout si la charge mentale, elle n'est pas si grosse que ça, c'est que quelque part, tu as un remote. Donc déjà, tu vas économiser sur ton temps de déplacement
pour aller au boulot et sur d'autres activités. Ce temps-là, du coup, il ne faut pas que ton boulot déborde sur ce temps-là. Tu vois ? Moi, par exemple, je ne suis pas obligé de me lever à 7 h du matin pour aller prendre le bus et de 7 h à 9 h, je ne suis pas obligé de bosser en fait. Alors, des fois, je vais bosser, hein, je fais comme ça, je ne peux pas m'en empêcher. Mais de plus en plus, de 7 h à 9 h, c'est du temps que j'utilise pour moi, donc pour ma veille techno. Ça aura souvent un rapport avec mon boulot, donc ça va être pour organiser un meet-up, pour préparer un séminaire, pour relancer des gens sur un meet-up, des choses comme ça. Mais et du coup, j'arrive enfin à m'imposer des règles en disant avant l'heure, c'est pas l'heure, je fais les trucs qui me plaisent réellement. Et après, au moment de bosser, parce qu'à 9 h, ça y est, ça bosse. Là, je fais mon taf. Et ma charge mentale, finalement, elle est moins lourde parce que les petits trucs que je voulais faire, je les ai déjà faits. Ouais, mais toi, tu es quand même un cas ultra particulier parce que tu dors 4 heures par nuit. Quoi. Donc là, j'ai parlé de 7 h, 8 h du matin. J'étais pas... Parce que, effectivement, depuis 2 jours, à 3 h, je suis debout. Donc, ça me laisse encore plus de temps. Mais pour quelque chose de purement organisationnel sur ce genre de choses, si tu. Alors, Horatio dit que de 7 h à 9 h, il s'occupe des enfants. Mais tu n'avais qu'à les faire avant, ils seraient plus grands. Ou tu n'as qu'à être plus vieux, c'est tout. Quoi. Voilà. Et moi, les miens, je les mettais chacun sur une épaule le matin et puis je faisais le reste. Bon, mais après, chacun son truc. Bon, il ne faut pas les faire tomber, par contre. Mais au bout d'un moment, il commence à être lourd quand même. Hein, ouais. Mais je pense qu'il faut qu'on est obligé de rester chez nous. Profitons du temps, finalement, qu'on a en plus pour l'utiliser, mais de manière intelligente. Et parce que le réflexe de beaucoup, ça va être ceux qui taffaient déjà beaucoup, leur réflexe, ça va être de taffer encore plus, en fait. Et ça sert à rien, en plus. Hein. Au final, le résultat est le même, voire même des fois, il est moins bon. Et je me suis laissé embarquer là-dedans un nombre de fois incalculable. Et je m'aperçois que quand finalement, je me suis débarrassé des trucs que je devais faire, embêtant ou pas embêtant, hein, parce que tu as préparé un talk, c'est génial, mais tu le fais pas, et toute la journée, tu y penses, mais tu as ton boulot à faire. Alors que si tu profites du temps qu'on t'a finalement offert par force, hein, ou par défaut, à un moment donné, ça va couler plus facilement. Et on le voit bêtement, nous, sur le rendez-vous des speakers, hein, mais on le fait par petits bouts et à plusieurs. Alors, chacun est autonome dans son coin et puis on rematch après, mais finalement, ça ne nous prend pas trop de temps. Ce qui me fait penser qu'on est à la bourre complet pour la prochaine session. Mais parce que moi, j'ai pas beaucoup bossé cette fois-ci. Par contre, mes petits camarades ont bossé plus. Donc, mais le rituel qu'il faut mettre en place, c'est ce que disait Sylvain, c'est qu'effectivement, il faut qu'il y ait quand même quelqu'un qui a un espèce de monsieur loyal ou je ne sais quoi, un chef d'orchestre qui relance le jeu à chaque fois en disant je rigole parce qu'il y a Horatio qui dit qu'on est super large pour la prochaine session. Mais qui est quelqu'un qui relance tout le temps en disant les gars, on n'a pas fait de réunion en fait pour décider de la date, décider du sujet. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Et parce qu'après, moi, j'avais un gros défaut aussi, que je voulais tout faire tout seul, moi-même, ce qui est une connerie monumentale aussi. Mais une fois que tu as passé ce cap-là, normalement, c'est plus facile. Je dis pas que c'est magique, mais je pense que c'est plus facile. Puis j'ai moins d'inquiétude et moins d'angoisse. C'est qui le pointer sur le chat? Ça doit être François, je pense. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est ça. Vu la façon d'écrire, j'avais reconnu. C'est François. Mais pour moi, il y a deux choses. Hein. Il y a le côté un petit peu organisationnel qui est de la gestion du temps perso, entre guillemets. Parce qu'en plus, on a une vie. Toujours organisationnel, c'est essayer de pouvoir faire du reuse le plus possible. Parce que ça fait gagner du temps, quelque part. Alors, pas vouloir faire du reuse pour faire du reuse, hein, style SS2I, ou en disant on va réutiliser le projet qu'on avait fait en Delphi il y a 10 ans et ça va bien marcher. Et puis, par contre, ce petit côté de monsieur loyal, et sur lequel on peut faire tourner. Hein. Il y a des gens qui ont plus d'appétence, on va dire, pour ça. Et puis, il y en a des fois, tu vas te retrouver dans une équipe où personne n'aime le faire. Donc, faire du round robin dessus, c'est pas une mauvaise idée. Parce que le job n'est pas compliqué en lui-même. Hein.
Ah ouais, non, clairement. Quelque part, c'est juste, tu es là pour faire chier, entre guillemets, quoi. Enfin, pour relancer. Et en fait, les gens aiment bien être relancés. Parce que des fois, tu ne penses pas à faire un truc et quelqu'un me dit, moi, il y a un commercial un commercial allemand avec qui j'adore bosser. Des fois, il me rappelle des trucs. Au début, j'avais honte parce que je disais, oh merde, mais oui, mais je ne l'ai pas fait, je suis désolé. Il me dit, mais c'est pas grave, je suis là pour juste t'y faire penser. Et du coup, bah, il m'aide à mieux faire mon boulot et à me faciliter les choses. Ouais, parce que des fois, il me relance en me donnant toutes les infos, j'ai même pas besoin de les chercher. Donc, une fois que ça devient collaboratif, je pense que ça peut s'instaurer de manière assez facile et que le rituel devienne un vrai rituel, en fait, que ce soit plus automatique et que ce que tu ça sais passe pas, pas mal. Philippe, ce que tu sais pas, c'est que derrière, il râle après ces putains de Français qui sont désorganisés. Quoi. Ça, c'est possible, hein, mais non, on a quand même pas mal de points communs avec les Allemands. Mais moi, je m'en fous s'il râle tant qu'à la fin, finalement, le résultat qu'il a et le résultat qu'il attendait lui et moi, ce que j'attendais, tout va bien, quoi. Bon, après, j'ai un gros avantage, c'est que je lui ai fait découvrir le vin blanc naturel et le mec, il est au taquet avec ça. Donc, je pense que je peux l'acheter. Tu vois, vous me verrez pardonner, j'enverrai une bouteille et il ne dira rien. Yep. Horatio dit qu'il n'est pas français, mais qu'il ne se sent pas visé. Oui, parce que là, du vin espagnol, ça ne va pas le faire. Je bosse pas avec les. Je crois que j'ai pas de collègues espagnols, moi. Enfin, en tout cas, pas. J'en ai, mais je bosse pas avec eux. Mais ouais, moi, qu'est-ce que le truc que je peux trouver le plus chiant en général, c'est que ouais, des fois en plein milieu d'un truc que je prépare, je me dis mais je suis vraiment trop con, j'ai tout refait de zéro alors que ça j'aurais pu déjà l'avoir en fait. Donc j'essaye de penser de plus en plus à faire des choses qui soient réutilisables et pas que pour moi. Parce que des fois, tu fais des trucs réutilisables et puis tu passes une demi-journée à expliquer à ton équipe comment le réutiliser. Donc ça veut dire que tu l'as mal gaulé. Et des fois, alors après aussi, qu'est-ce qu'il y a? Ce que je fais de plus en plus, c'est que je documente et après, je prends le temps de faire un call pendant une demi-heure avec les personnes qui ont besoin du truc pour leur traduire ce que j'avais dans ma tête en fait. Parce que moi, ça me semble très clair dans ce que j'ai écrit, mais personne n'est câblé pareil. Donc, je pense que le côté oral et visuel aussi, hein, bien à montrer, faire des dessins, des schémas, je pense que ça a son importance. Et je le vois, moi, tous les jours. Hein, là, je suis en train de bosser sur une démo, parce que je me suis dit, tiens, il y a des trucs dans GitLab que j'aimerais savoir faire correctement. Je savais le faire il y a 3 ans, mais le truc a évolué. Et donc, je suis en train de me scripter complètement une démo. Et à partir de la doc technique, c'est sur toute la partie disaster recovery, et ben, je vois que les gars qui ont écrit la doc, ils ne sont pas câblés comme moi. Ou inversement. Et il y a des trucs, je me dis, mais putain, pourquoi je suis obligé d'aller chercher à tel endroit ce truc-là, alors que si tu l'avais mis dans le paragraphe en dessous, tu l'aurais eu tout de suite. Mais il y a quand même une logique. Donc, alors ce qui est intéressant, c'est qu'après, le product manager de cette partie-là m'a dit, mais une fois que tu as fini, si tu veux, on en discute, parce que moi, je suis intéressé par tes retours. Et donc, ce qui me fait dire que l'échange oral et visuel est super important pour pouvoir alimenter tout ça, en fait. Alors, c'est valable pour plein de... J'enfonce des portes ouvertes, mais c'est valable pour plein de domaines dans l'entreprise. Mais ton reuse, si tu ne sais pas l'expliquer, personne ne l'utilisera. Moi, des fois, on me dit, tiens, j'ai fait, il n'y a pas longtemps, il y en a un, il me dit, moi, j'ai fait un projet qui fait ce dont tu as besoin. J'ai toujours pas compris à quoi servait le projet, en fait. A priori, il sert à ce dont j'ai besoin, mais le truc est tellement mal gaulé pour moi, hein, enfin, pas pensé pour moi, que j'arrive pas à m'en servir. Donc, il va falloir que j'aille voir la personne et je dis, s'il te plaît, explique-moi. Bon, ma crainte, c'est que je ne comprenne pas ce qu'ils me disent. Mais ça me fait penser juste à... Enfin, ça n'a pas trop à voir en fait, mais je me posais une question d'ailleurs sur des boîtes qui commencent à être un peu grosses comme les deux vôtres. Comment vous arrivez à... Est-ce que c'est pas un problème en fait d'avoir un seul sujet à l'ordre du jour tous les mois? Est-ce que vous dites pas
il faut augmenter la cadence ou il faut ouvrir un peu plus et faire plusieurs sujets en parallèle ou des choses comme ça? Parce que je me dis à 1000 personnes. Je peux te répondre là-dessus. En fait, il y a plusieurs meet-up internes chez Elastic. Donc, tu veux, D'accord. on va dire qu'il y Tu a. parlais des guildes tout à l'heure, il y en a Ouais, peut-être plus sur parlais des guildes. En gros, tu as déjà un aspect un petit peu orthogonal entre les équipes produits et les guildes, parce que typiquement, si tu prends du Go par exemple, on fait du Go sur plein de produits, pareil pour du JavaScript, etc. Et puis ensuite, tu as, quand je parlais des Elastic Tech Talks, donc, qui arrivent une fois par mois, en gros, tu en as un dans chaque grosse équipe. C'est-à-dire que tu as un Elasticsearch Tech Talk, tu as un Kibana Tech Talk, tu as un Elastic Cloud Tech Talk. Alors, l'audience de ces trucs-là va être bien sûr majoritairement celle des gens qui travaillent sur le produit, mais c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Et puis après, il y a aussi, je ne connais pas la fréquence un peu plus à distance, carrément des Engineering Tech Talks. Là, c'est au niveau tout engineering où on présente, c'est plutôt à ce moment-là des présentations sur des sujets en cours de recherche sur des futures évolutions des produits en général, parce que c'est des choses qui impliquent à la fois Elasticsearch et Kibana, etc. Mais voilà, c'est que, en gros, quand la boîte grossit, forcément, tu vas commencer. D'ailleurs, voilà, quand la boîte grossit, de toute façon, elle se structure en équipe. Ça vient naturellement. C'est-à-dire qu'au début, tout le monde bosse en même temps dans la même équipe, etc. Et puis quand elle grossit, tu commences à. Alors cloisonner, enfin segmenter, à organiser, et finalement ces meet-up internes vont se retrouver de facto aussi, si tu veux attirer des gens qui sont intéressés par le truc, à devoir aussi resegmenter dans une structure qui suit l'organisation de la boîte en fait. Donc c'est comme ça qu'on gère. Plus ces structures orthogonales sur les guildes techniques. D'ailleurs, soit dit en passant, les guildes techniques, à mon avis, ne peuvent exister que dans une boîte qui a déjà une certaine taille, parce que sinon, ces notions transverses en fait n'ont pas lieu d'être vu que tout le monde est ensemble. Ouais. C'est le cas chez nous à 50, ouais. on n'a pas cette. On a un peu une séparation front-back, mais tout le monde fait un peu de tout, donc en vrai, elle n'est pas vraie. Ouais. Chez GitLab, c'est à peu près le même fonctionnement. Je ne vais pas expliquer exactement comment ça se passe, mais le principe est à peu près le même. Beaucoup de meet-up hebdo plutôt que mensuel. Oui. Il y aura toujours un meet-up mensuel pour la sortie de la nouvelle version, en listant plein de choses ou en préparant la sortie. Par contre, ouais, c'est plus des meet-up hebdo d'équipe, donc pas tout GitLab. Potentiellement, à certains, tout le monde peut se connecter. Le fait d'avoir un meet-up hebdo quand tu as des démos à faire ou des sujets techniques à traiter fait que finalement, tu n'as qu'une semaine, donc tu prépareras moins de choses. Ça va être plus court, ça te prend moins de temps. Ça sera moins approfondi. Par contre, si les gens dans le meeting souhaitent approfondir le sujet, en général, ils font des réunions à part. Ils forquent le sujet. Voilà, c'est ça. Et ils approfondissent le sujet. Mais quand tu parles d'équipe, là, Philippe, c'est des équipes de combien, du coup? Écoute, je ne sais pas. Ça dépend. Moi, l'équipe à laquelle j'appartiens, on est une dizaine. Enfin, pour la partie Europe, mais sinon, on est beaucoup plus si je suis sur la partie worldwide. J'avoue que j'oublie régulièrement de me connecter au meeting de mon équipe monde. Et je me connecte plus à mon équipe, à mon meeting Europe, où en plus je suis plus participatif. Le côté monde, il y a trop de gens. Alors après, il y a un ordre du jour et il y en a qui ont prévu de prendre la parole. Donc ça, c'est préparé à l'avance. Dans le meeting Europe hebdo. Alors le meeting monde, il est tous les 15 jours. Le meeting Europe, il est hebdo. Il y a un ordre du jour, mais globalement, on intervient tous un peu comme on veut. Et moi, c'est plus facile pour moi, notamment pour contribuer et participer au truc, que dans l'autre qui est plus gros. Donc, mais parce qu'on est plus petit, quoi. Je ne sais plus combien on est. On doit être 10. C'est super facile. Avant, je participais tous les jours au Scrum Meeting des équipes commerce, marketing et Customer Success. J'y vais plus. Avant, c'était pareil, l'équipe Europe n'était pas grande et on pouvait tous discuter. Maintenant, ça a moins d'intérêt. S'il y a des annonces qui sont faites, en général, il y a un channel aussi où on a les annonces qui sont faites. Donc, c'est un peu différent.
Donc, j'ai perdu le petit côté où je voyais un peu mes potes de tous les coins d'Europe. Et ça me manque un petit peu. Mais on a encore notre réunion d'équipe une fois par semaine, plus le one-to-one, plus les réunions entre collègues quand on bosse sur des sujets communs. Ok. Voilà. Bon, ça fait 1 heure. Je sais pas, j'ai pas envie de vous accaparer. C'est vrai que je commence à faire gruic. Moi, je suis en vacances. Oh. Ah bah mais d'accord. j'ai faim. Parce que même en vacances, on mange. Ça, ouais. Mais après, on peut en rediscuter. On peut rediscuter d'autres sujets. Hein. Moi, maintenant, je suis toujours partant. Le confinement m'a apporté plein de trucs chiants, mais m'a apporté des trucs marrants. J'aurais jamais imaginé Twitcher avant. Et je trouve le concept pas mal parce que ça me rappelle un petit peu le temps que tu peux passer avec des gens que tu croises en conf au café ou au pub. Ceux qui ont envie de se connecter pour voir discuter le font. Le format, tu n'es pas obligé de préparer, le format est brouillon, on s'en fout, c'est une discussion et, qui peut être éphémère ou pas. Et j'aime bien et j'adore faire ça maintenant. Alors que j'en ai même fait 1 ou 2 en anglais, mais ceux-là, je préviens pas que je les fais en fait. Je le fais parce que j'avais dit que je le ferais, mais je ne tiens pas les gens au courant. Alors par contre, le truc est quand même publié, mais j'aime beaucoup. Je trouve, il y a un gars là, je me rappelle plus comment il s'appelle. Il conseille souvent des startups. Il a conseillé GitHub, GitLab et sur plein de choses. Et il disait que maintenant les confs virtuels avec juste des gens qui passent des slides, on l'a trop fait. Faut essayer d'inventer d'autres trucs. Et que les gens ont plus envie d'entendre des discussions, des retours d'expérience, ou alors beaucoup plus de technique avec de la démo. Après, bon, le hands-on à distance en remote, c'est un peu compliqué. C'est faisable, mais moi j'ai envie d'en faire, mais je pense que la préparation est un peu plus longue. C'est chaud. Hein. Mais après, il faut choisir son sujet, pas être trop ambitieux. Et moi, c'est ça mon problème, c'est qu'à chaque fois pour les workshops, je suis trop ambitieux et je fais 1/10 de ce que j'avais prévu. Ouais, c'est ça qui est terrible. Mais ça y est, à force de m'être planté là-dessus, je commence à avoir la bonne taille, tout en sachant que tu ne maîtrises pas le public que tu vas avoir. Alors en remote, je pense par contre, il faut imposer un nombre limite de toute façon, mais plus petit que ceux qu'on a pu rencontrer dans les workshops en physique. En présentiel. Ouais. Et imposer pareil des requirements et être dur dessus parce que le truc de ah ouais mais j'ai pas installé ou des choses comme ça, moi ça me rend dingue et ça te fait perdre un temps énorme et tu peux pas t'occuper des autres. Alors qu'avec les outils qu'on a, que ce soit Zoom ou autre, tu as quand même moyen d'organiser j'ai fait des formations qui ont duré des journées entières. C'était la première fois que je faisais ça en remote. Ça s'est super bien passé. Mais bon, les gens qui étaient là étaient motivés. Ils étaient en remote aussi. Ils faisaient ça de chez eux. Mais bon, leur boss leur avait demandé. Mais quand tu peux prendre le temps de dire attendez, tu as un problème, ça ne marche pas, mais ce n'est pas grave, partage ton écran, tu le règles devant les autres. C'est super agréable. Mais il faut que les gens jouent le jeu. Donc, ils aient préparé à l'avance. Alors, moi, j'essaye de trouver toutes les solutions pour qu'il y ait le moins de choses à installer. Alors après, bon, si tu n'as plus Internet, c'est mort, mais c'est encore autre chose. Mais je vois de plus en plus. J'étais pas très IDE en ligne. Ouais, les cloud IDE, ouais. En fait, maintenant, je suis devenu accro. Là, en hands-on, ça doit être trop bien. Ah ben ouais. Et quand tu prends Gitpod, par exemple, est génial parce que tu peux préparer à l'avance des environnements, des choses comme ça, faire les exercices aux gens. Et c'est super pratique. Ça marche sur GitLab, sur GitHub. Le truc est tu sens que les gars ont de l'expérience dessus. Il y en a, je crois que c'est une boîte allemande, mais dans l'équipe du projet, il y a des gens issus parce que ça s'appuie sur Eclipse TEIA. Donc je crois qu'il y a des gens du projet Eclipse TEIA, mais tu as aussi des gens probablement d'Ericsson qui doivent bosser avec eux ou chez eux. Le truc est super bien fait. Alors j'ai pas d'action chez eux. Ils m'ont envoyé des chaussettes quand même et des stickers. Mais pour du hands-on, je pense qu'il y a des trucs sympas à faire, notamment pour du hands-on web ou des trucs comme ça, ou pour monter des
petits. Enfin, on pourra en discuter pendant des heures aussi, quoi. Je pense qu'on peut faire des workshops super intéressants à distance. Il y a les gars de chez Zenica ils ont une plateforme dédiée à ça qui est géniale. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais j'en ai testé une notamment sur du Cube. Le truc était super bien fait. Avec Louis et Thierry, on avait fait un truc aussi lié à c'était du déploiement de GitLab dans le cas 3D. Alors là, les gens avaient utilisé leur propre machine, mais on avait géré ça avec Discord. Et alors pareil, là, faut pas que tu aies beaucoup de. Nous, on avait 5 personnes, hein, tu vois, mais je pense qu'il n'en faut pas plus. Quand tu es sur les mecs sont sur leur machine en local, c'est compliqué, mais je pense qu'il y a plein de choses qui sont faisables. Et on a en ce moment les outils pour le faire la plupart du temps gratuitement. Faut juste penser au truc. Non, j'ai pas besoin de 20 personnes pour le faire, il m'en faut 5, 10. Mais faut en profiter parce que de toute façon, on n'a pas le choix en ce moment. Et plutôt que parce que moi, je deviens fou de plus pouvoir aller boire des coups avec les potes. Parfois, j'étais prêt à aller m'asseoir avec les petits vieux Enfin, j'étais sur un banc au soleil. J'ai vu un banc avec plein de petits vieux. J'étais à 2 doigts d'aller m'asseoir avec eux pour discuter. Avec les petits vieux, faut faire gaffe quand même. Oui. Je ne voudrais pas décimer le quartier non plus. On ne sait jamais. Mais c'est donc du coup, profitons de ce qu'on a, quoi. Moi, j'apprends plein de nouvelles choses qui sont pas forcément, qui n'ont rien à voir avec ce que j'aimais faire avant et que je trouve finalement sympa. Et puis de toute façon, il faut s'occuper parce que sinon, on va virer chèvre. Après, on a la chance d'être dans l'IT, donc ça nous permet de le faire plus facilement, quoi. Bon, on arrête là. Ouais. Je sens une odeur qui monte à l'étage. Ça devient compliqué là. Ok. Écoutez, ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. Ouais. Pareil. De même. Si vous voulez recommencer, n'hésitez pas. Normalement, ça a dû enregistrer la vidéo sur Twitch et du coup, je la récupérerai et je la transférerai sur YouTube. Ça marche. Et puis, Super. À très bientôt et portez-vous bien. Ouais. Tout pareil. Merci. Salut. Et on coupe.